merci d'être avec nous sur Stars and Sun, le magazine People et culturel de la Côte d'Azur, et en rediffusion sur FLP Radio. Donc Christophe Pinat, tu as été plusieurs fois champion du monde, champion d'Europe et champion de France. Il te manquait au final que la consécration finale à Tokyo en 2020 pour faire ton bonheur. D'après toi, qu'est-ce qui t'a manqué pour remporter les championnats de France? Non, en fait, déjà, pour moi, malheureusement, quand j'ai fait ma carrière, le karaté n'était pas sport olympique. Donc, du coup, j'ai jamais pu être champion olympique. Le problème, c'est que entre le moment où je suis en pleine force de l'âge, entre guillemets, et je deviens plusieurs fois champion du monde, et aujourd'hui, c'est quand même passé 20 ans. Donc, j'essaie de faire un retour, mais le temps a agi aussi sur mon corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 50 ans, et j'en ai plus de 25 comme quand je gagnais les championnats du monde. Donc voilà. Donc le challenge, bien évidemment, il est élevé par rapport à ce que je veux faire, mais ce qui est difficile, c'est surtout mon retour au niveau physique et ainsi de suite. Entre le moment où j'ai arrêté la compétition aujourd'hui, c'est passé 20 ans, et c'est ça qui est difficile. Après, les championnats de France, ça fait partie d'une compétition obligatoire. Entre-temps, il a fallu revenir au ranking mondial, donc pendant 1 an et demi, j'ai combattu sur tous les tatamis du monde, pratiquement tous les week-ends, pour essayer de revenir au ranking. Aujourd'hui, je suis 139e mondial, ce qui est à la fois pas exceptionnel, mais en même temps exceptionnel par rapport au retour. Et le championnat de France faisait partie des compétitions amateurs que je suis obligé de faire pour rentrer en équipe de France, c'est-à-dire championnat départementaux que j'ai gagné, interdépartement que j'ai gagné aussi, région, donc gagné aussi, et France où je me fais stopper par un super athlète, un Cissé, qui est en fait un franco-sénégalais. Ouais. Donc du coup, on ne l'a pas analysé. C'est un athlète qui fait 1m98, il a des longs membres et surtout des longs bras. Il m'a gêné, et puis voilà, c'est la vie, il a été plus fort que moi ce coup-là, et d'ailleurs, il a été plus fort que tout le monde cette journée-là, parce qu'il est champion de France. D'accord. Au niveau de ton entraînement, justement, comment tu as préparé cette échéance? Quel était ton entraînement quotidien? Et comment on fait surtout, parce qu'on sait que c'est difficile quand on arrête déjà un sport, de reprendre après presque 20 ans, quoi. Bah, en fait, ça n'a pas été une préparation intelligente que j'ai eu, une préparation physique intelligente, dans le sens où, parce qu'ils ont annoncé que le karaté était aux Jeux Olympiques, donc aller rentrer aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, j'étais en vacances comme tout le monde, je l'ai appris lors des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Donc ils l'ont annoncé à la télé. Au départ, je n'ai même pas pensé à moi, parce que moi, il s'était passé tellement d'années hors du karaté que j'ai juste pensé aux jeunes en me disant, bah, tiens, c'est génial pour eux, le karaté va être olympique, et c'est super, parce que moi, j'ai milité à une époque pour ça. Ouais. Et puis, quand les vacances sont terminées, je suis rentré à Nice, et puis il y a quelque chose qui me démangeait. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était parce que peut-être qu'une cicatrice n'était pas complètement refermée. Tu avais l'impression de ne pas avoir abouti à quelque voilà, chose. Bah, il me manquait un titre. Donc du coup, j'ai repris l'entraînement sans en parler à personne, à part ma famille, mais de septembre à décembre, donc il y a 2 ans. Et là, je me suis entraîné physiquement très dur pour voir si j'en avais encore, les capacités, de l'envie aussi. Et je pense que j'ai blessé mon corps dans cette période-là, pendant ces 6 premiers mois. Et après, pendant 1 an et demi, j'ai combattu. Comme je vous disais, pour revenir au ranking, en étant souvent blessé. Et voilà, donc du coup, ma préparation, elle s'est pas faite intelligemment. Elle s'est faite un peu dans la précipitation, et surtout parce que j'avais aussi besoin de réponse. 3 mois après des entraînements durs, j'ai annoncé en janvier 2017 que je reprenais la compétition. Et où t'as trouvé justement cette force pour reprendre? Comment t'as fait pour revenir à ce mental d'acier qu'il a fallu avoir pour reprendre la compétition? En fait, justement, lorsque je me suis dit, tiens, j'ai envie de retourner à la compétition pour tenter une médaille olympique, c'est là la difficulté. C'est-à-dire qu'on peut se le dire, mais finalement, on n'est peut-être pas vraiment prêt à se faire mal physiquement et mentalement. C'est pour ça que pendant 3 mois, alors je me suis imposé des choses toutes simples, et je vous le dis tout le temps, je mettais le réveil style à 4 h du matin, j'allais courir une demi-heure, je revenais, je me couchais, tout ça. Pourquoi des choses simples comme ça? Parce que quand on est seul et qu'on n'a pas l'entraîneur qui tape à la porte, c'est tellement simple de tendre son bras, d'éteindre le réveil et de dire c'est pas grave. Et là, je voulais voir si pendant 3 mois je tenais ce rythme-là, si j'avais cette envie de me lever, d'accepter ce que l'on n'a pas envie de faire, mais surtout de l'accepter de par soi-même. Voilà. Et après, en parallèle à ça, j'ai fait des entraînements physiques très durs pour voir si mon corps avait encore envie d'aller toucher certaines choses qu'on n'a pas envie d'aller parce que ça fait mal, et mentalement aussi. Et c'est au bout de ces 3 mois que je me suis dit, ouais, je crois que j'ai encore la graine du gars qui a envie d'aller au combat pour gagner. Et voilà, et là, c'est là, bon, je regrette pas, mais du coup, cette préparation-là a créé beaucoup de blessures. Et du coup, pendant 1 an et demi, j'ai lutté avec toutes ces blessures. Et au championnat de France, c'est pas une excuse, hein, c'est juste un fait, c'est factuel. Hein.
au championnat de France, j'étais bien blessé au niveau du dos. Et du coup, voilà, on n'en a pas parlé parce que c'était pas la peine de donner des informations à mes adversaires, mais du coup, j'avais du mal à marcher la veille. Quoi, donc, voilà, donc c'est difficile. D'accord. Au niveau de l'olympisme, qu'est-ce que tu penses que l'olympisme va apporter au karaté? L'olympisme va apporter une reconnaissance du sport déjà au niveau national pour chaque pays en fait. C'est ça qui est important, c'est-à-dire quand un sport est olympique, il fait partie d'une famille du sport, ça c'est important parce que toute l'année vous faites un sport et puis lorsqu'il y a la grosse fête mondiale du sport, vous êtes privé, vous restez à la maison. Donc ça va apporter cette reconnaissance, ça va apporter la reconnaissance de l'athlète. Mais au-delà de ça, le karaté, puisqu'en fait le karaté c'est l'un des sports les plus pratiqués dans le monde, même si on a eu du mal à entrer au jeu. En parallèle à ça, il va se créer dans les années à venir, en parallèle des ligues professionnelles qui vont se monter, mais très rapidement parce que le karaté n'attendait que ça, c'est-à-dire une reconnaissance de l'athlète. Et une fois qu'on a cette reconnaissance, on peut organiser des événements avec des athlètes reconnus. On ne peut pas organiser des événements professionnels si vous avez des athlètes qui ne sont pas reconnus. Donc voilà. Donc là maintenant le karaté va rentrer au jeu et je sais déjà qu'il y a plusieurs ligues professionnelles qui sont en train de se monter et ça va aller très vite. Ok, tout à l'heure on parlait donc hors caméra d'un nouveau karaté qui poussait au spectaculaire, qui menait les combattants jusqu'au chaos. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est pas un nouveau karaté, hein, c'est un karaté qui est exactement dans la lignée, c'est un karaté ce qu'on appelle professionnel, avec plusieurs formes. Il y a une compétition ce week-end à Miami qui s'appelle karaté combat en fait. Hein. Donc là c'est bien parce qu'on ne dénature pas le nom karaté, mais si vous regardez bien, il commence la compétition, les présentateurs commencent cette compétition en disant le karaté, sport olympique, nanana. Donc on s'appuie l'un, c'est vase communicant, l'un sert l'autre et l'autre sert l'un aussi. Donc c'est-à-dire que moi je trouve que c'est dans la lignée, c'est pas style un karaté qu'on a travesti ou quoi. Alors après on a le choix de combattre avec des protections, sans protection, mais le karaté que l'on voit sans protection, c'est ni plus ni moins que le karaté de ma génération. Le karaté qu'on voit aujourd'hui avec les grosses protections, c'est parce que le comité olympique, pour préserver l'intégrité physique des athlètes, on a mis des grosses protections. Mais le karaté que l'on voit, celui dont vous parlez, qui a eu lieu ce week-end aux États-Unis, c'est exactement le karaté que j'avais moi. C'est-à-dire que j'avais pas de protection de pied, mais on avait des petites mitaines. Justement, est-ce que c'est celui que tu préfères au final? Alors, c'est exactement le conflit qu'il y a aujourd'hui entre les gens qui critiquent en disant que c'est pas une bonne chose que le karaté soit au jeu, parce qu'on a dénaturé l'esprit du combat du karaté, parce qu'on devient des escrimeurs, en fait, on devient un jeu de vitesse où il suffit de toucher l'adversaire pour marquer des points. Donc ça peut être critiquable. Mais moi je respecte les deux, parce que les athlètes, pour le coup moi j'ai repris la compétition et je suis face à des athlètes qui vont très vite, qui font des heures et des heures et des heures d'entraînement pour aller de plus en plus vite. Et ça c'est respectable. C'est un peu comme si vous disiez, moi le 100 mètres je ne respecte pas, je respecte que le marathon. Non, c'est une forme de travail qui est différente. C'est vrai que nous, on allait beaucoup plus au contact, c'était un sport de combat entre guillemets. Et d'ailleurs, l'arbitrage était basé sur l'efficacité, c'est-à-dire que vous donnez un coup de poing au corps, vous marquez un point, vous donnez un coup de poing très fort, vous marquez une pont, et vous le mettez KO, vous aviez gagné le combat. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette graduation de points. Vous donnez un coup de poing au corps, qu'il soit fort ou doucement, c'est un point. Un coup de pied au visage, qu'il soit fort ou doucement, ça sera 3 points. Donc on est dans une graduation de technique et non plus d'évaluation par rapport à la puissance et à l'efficacité. Voilà, donc la ligue professionnelle, c'est ni plus ni moins du karaté que je faisais moi il y a 20 ans en arrière. Mais les deux sont bien, il y a une évolution, voilà. En tout cas, tout est respectable. Les athlètes qui combattaient à ma génération et de ma génération et les athlètes aujourd'hui, moi je respecte pareil, c'est différent, la forme est différente. Ok, est-ce que tu penses qu'il manquait un peu un côté spectaculaire justement au karaté pour se professionnaliser un peu plus, pour se professionnaliser plus justement? Complètement, c'est-à-dire qu'en fait ce qui manquait, il manquait surtout une organisation qui mettait en valeur le spectacle du karaté, parce que le karaté c'est par lui-même c'est très spectaculaire. La seule chose c'est que si vous n'avez jamais vu du karaté, que je vous emmène dans une compétition où il y a 5 tatamis, ça crie de tous les côtés, il y a des gens qui passent en marchant, tout ça, ça ne vous donne absolument pas envie. Maintenant, vous mettez un tatami, vous mettez la lumière centrale, vous mettez de la musique, des shows, nanana, et vous venez à un spectacle. Nous, les compétitions commencent le matin à 8h et se terminent le soir à 21h. C'est dans un gymnase, c'est bruyant. Vous faites un spectacle, vous commencez à 20h45, vous terminez à 22h, vous emmenez vos amis, la famille, vous venez voir un spectacle, comme vous allez voir un match de foot, comme vous allez voir un concert de musique, peu importe. Et là, c'est du karaté. Et là, ça devient spectaculaire. C'est l'organisation qui, dans notre sport, entre guillemets, amateur, on reste une compétition, entre guillemets, pour des pratiquants. Le néophyte n'a pas vraiment sa place à venir passer une journée dans une compétition, sauf pour les finales éventuellement. Et voilà. Et justement, là, tu n'as pas envie, puisque bon, tu m'as l'air
super bien calé là-dedans, au niveau même de l'organisation des événements. Est-ce que tu n'aurais pas envie, toi-même, de te mettre dans l'organisation de ce genre d'événement? Non. En France? Non. Non. Non, parce que je suis un très mauvais organisateur. D'accord. Mais sinon, bien évidemment que ça me dirait, si j'avais les compétences, si j'avais envie de le faire vraiment, oui, je pense que je le ferais. Mais je ne suis pas un bon organisateur. Je peux être un bon conseiller d'organisation, un consultant, mais par contre, après, toutes les problématiques d'organisation, c'est pas mon chose. Pas ton domaine, d'accord. Si on me propose demain un combat jusqu'au KO, est-ce que tu acceptes? Sur la forme, ça ne me gêne absolument pas. La seule chose qui, à un moment donné, qui peut me gêner, c'est parce que là, fatalité, on fait l'interview une semaine après les championnats de France, donc j'ai touché du doigt pour la première fois de ma vie sur le fait que mon corps a vieilli. Voilà, c'est la première fois de ma vie où, d'un coup... surtout, il y a des athlètes de plus en plus jeunes aussi. Voilà. Mais c'est surtout que malheureusement, j'ai eu une prise de conscience un peu brusque la semaine dernière, ces derniers temps. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans ma vie, je ne m'étais jamais posé aucune limite, que ce soit intellectuelle, physique ou quoi que ce soit. Et là, d'un coup, je m'aperçois qu'à un moment donné, je suis confronté physiquement à une limite qui est imposée par mon âge. Alors même si il y a des gens qui disent oui, l'âge, c'est l'âge qu'on veut bien se donner, oui d'accord, sauf qu'à un moment donné, on parle de sport de haut niveau et que ça c'est bien beau pour des gens qui ne connaissent pas du tout le sport de haut niveau. Quand on fait du sport de haut niveau, il y a des contraintes qui sont différentes. Demain, je sais pas moi, vous faites du marathon, vous vous amusez, vous faites vos 3 heures au marathon, 3h30 qui est déjà des bons temps, hein. Bon voilà, mais vous êtes à 80-90% de ce que vous pouvez faire, en étant si vous voulez faire. Si un jour vous essayez de descendre en dessous de 2h30, ben vous êtes à 110% de ce que vous pouvez faire, et ce delta des 20%, c'est là où vous êtes tout le temps blessé, c'est là où le corps ne tient pas. Donc voilà, les gens qui ne connaissent pas le sport de haut niveau, ils ne peuvent pas parler de l'extérieur. Le sport de haut niveau, ça a des contraintes très, très spécifiques, très difficiles, et là pour le coup, faire du karaté tous les jours, je pourrais en faire sans aucun problème. Essayer d'aller gagner les Jeux Olympiques, et ben, il y a une petite marge qui fait qu'on est souvent blessé. Est-ce que tu as un modèle, une source d'inspiration justement qui t'a boosté tout au long de ta carrière? Moi en fait, mes sources d'inspiration, elles vont, ça va je sais pas moi, de Steve Jobs, donc qui n'a rien à voir avec le karaté, hein, qui a créé Apple, que ce soit Bill Gates, peu importe, Microsoft, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas obligatoirement dans le sport. De combat, ouais. Moi, ce que j'apprécie, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit, la recherche de ces gens. Et d'ailleurs, honnêtement, je regarde beaucoup de documentaires sur toutes ces personnes-là, parce que la critique est facile. Je veux dire, à tous les niveaux, quand mettons, on critique, critiquable ou pas, peu importe, c'est pas le débat, mais quand on critique Trump, ce qui est rigolo, c'est que Trump, tout le monde disait, mais il sera jamais président des États-Unis. Et le mec, il y est. Donc le gars, qu'on le veuille ou non, il a quelque chose que 90% des gens, 99% des gens que j'ai en face de moi n'ont pas. Et moi non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, on les critique par rapport à quelque chose, mais on ne se pose pas quand même la question comment le gars il a pu arriver là. Et ça, c'est exceptionnel, parce que, et ça, je suis content, parce que mon père m'a vraiment appris ça. Il y a des gens de nature jalouse dans la vie. Et que moi, mon père, chaque fois qu'on voyait passer une belle voiture à l'époque, il me disait, tu vois, regarde, c'est génial, il faut toujours aider ces gens-là, parce que tant que ces gens-là existeront, tu pourras toi y arriver. Le jour où tu verras plus passer ce style de voiture, tu pourras plus t'en sortir. Donc c'est culturellement, on m'a appris ça. C'est-à-dire que je m'inspire de la réussite des gens, je suis content de leur réussite et j'essaie de moi aussi de réussir. Mais par contre, après, il y a une autre vision, c'est qu'on voit passer une belle voiture ou quoi, et puis on y va et on essaie de la scratcher parce qu'on est jaloux et méchant. Voilà. Et justement, par rapport à ça, tu as dû faire face à de nombreuses critiques, jalousie. Comment tu as géré ça par rapport à la reprise de ta carrière? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit, peut-être ce n'est plus de ton âge. Comment tu as pu gérer ça? Est-ce que tu as fait abstraction de tout? Tu t'es dit j'y vais, je m'en fous de tout? Ou comment tu as fait? Ou tu t'es géré, tu as pris ça justement pour faire ta force? J'ai fait exactement comme j'ai toujours fait dans ma vie, c'est-à-dire que là aussi, hein, c'est mon père qui m'a vraiment inculqué ça jeune. C'est-à-dire que du moment où je suis né, entre guillemets, je suis né libre, debout, et j'ai le droit d'être fier de ce que je fais. Donc du coup, j'ai pas de... j'ai la barque de mon bateau et je la dirige. Après, les gens, ils parlent pas, ou quoi, ça n'a aucune influence sur ma trajectoire de vie. Il est clair que dans le monde du karaté, et surtout français, parce que par contre, à l'étranger, j'ai énormément de reconnaissance de tous les athlètes et des coachs, parce que c'était des athlètes sur lesquels je combattais à l'époque. Mais en France, la première des réactions, c'est de dire « Ouais, mais il a été champion du monde, il revient,
son image le cible là. Mais ça, j'en ai rien à foutre, parce que même quand j'ai été champion du monde, dans la seconde où je suis sorti du podium, il y avait déjà des gens qui s'entraînaient pour me battre la fois d'après. Donc je veux dire, moi mon image, j'en ai rien à foutre. Par contre, ma vie, j'en ai pas rien à foutre. Et je vis ma vie, toujours vers l'avant, avec ce que j'ai envie de faire. Je me force pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je rêvais d'être champion olympique. Le karaté n'était pas olympique. Aujourd'hui, il est revenu, j'en rêve encore. La preuve, c'est que j'ai passé beaucoup d'heures pour y revenir. Aujourd'hui, l'interview tombe à un moment donné où j'ai moi aussi besoin de réfléchir. Est-ce que j'ai encore ce rêve qui est fort et j'ai pas de honte à le dire. Si le rêve il y est plus, j'arrêterai. Si mon corps ne peut plus, j'arrêterai aussi. Mais en tout cas, je dois des comptes à personne. La seule personne avec qui je me regarde tous les matins dans la glace, c'est avec moi-même. Donc, quand j'ai repris la compétition, je l'ai fait non pas pour prouver quoi que ce soit, non pas pour... je l'ai fait parce que j'ai un rêve et je l'ai fait. Voilà. C'est un peu, chaque fois que je donne cet exemple, c'est un peu comme si je te demandais, fais une pompe. Ben, pratiquement toutes les personnes vont dire, ah ouais, ça va, c'est facile, tu vas te mettre debout, tu vas faire une pompe. Si par contre je te dis, fais 5000 pompes, tu vas même pas te mettre debout, tu vas me dire, ouais, j'y arrive pas. Et bien moi, j'ai ce défaut qui est une qualité, c'est que je ne filtre pas. Tu me dis, fais une pompe, fais 1000 pompes, je me mets en position et je commence. Et si au bout de 10 pompes, 100 pompes, 200 pompes, j'arrête. Mais en tout cas, je ne me suis pas posé de questions. Tu m'as dit de le faire, je me suis mis en position, je l'ai fait. Parce que pour moi, les choses dans la vie, elles sont pas ou faciles ou difficiles, elles sont à faire un peu, c'est tout. Et puis après, on voit où on s'arrête. Justement, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent suivre ton parcours? Ouais, il n'y a pas vraiment, moi j'ai pas vraiment de parcours dans le sens où toute ma vie a été menée juste par des rêves et j'ai accroché mon cœur à des rêves. Donc juste là pareil, hein, c'est l'exemple concret, hein, je rêvais des Jeux Olympiques, j'ai accroché mon cœur, voilà. Si demain j'en ai plus envie parce qu'à un moment donné on s'est aperçu qu'on s'est fait mal, qu'on s'est blessé hein, et que ça diminue, c'est que je pars sur autre chose et les gens j'ai pas de vision par rapport à ça et j'ai pas de conseils. C'est simplement d'être le plus honnête avec ce qu'on veut faire dans la vie et sans barrière, sans limite et encore moins avec le regard des autres. Voilà. C'est-à-dire que si on m'avait poussé à revenir au combat, je ne serais pas revenu. Si par contre on me pousse en me disant tu dois arrêter, je ne l'écoute pas non plus. Donc dans un sens comme dans l'autre, je vis juste ma vie. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé les arts martiaux, les sports de combat? Est-ce que tu as commencé directement par le karaté? Est-ce que tu as commencé par autre chose? Comment tu es rentré dans une salle, dans un dojo? En fait, je suis rentré un peu par punition, moi. D'accord. C'était pas un plaisir au départ. Donc, au départ, j'ai commencé tout simplement parce que j'étais à l'école Saint-Sylvestre. Le directeur de l'école a dit à mes parents que j'avais pas mal d'énergie et tout, que c'était assez intéressant de faire un art martial pour à la fois... Te canaliser. Exactement. Me dépenser, mais tout en canalisant mon énergie. Et du coup, dans le gymnase de l'école Saint-Sylvestre, il y avait des cours de taekwondo. À l'époque, c'était Claude Jerka qui donnait des cours. Et 2 fois par semaine, alors mon frère y allait avec un peu plus de plaisir, moi j'y allais en pleurant, mais 2 fois par semaine en pleurant, j'étais tiré comme ça. Alors j'avais plein de raisons de pleurer parce que déjà il y avait une discipline très stricte à l'époque. Claude Jerka était un enseignant très strict, mais c'était très intéressant, mais très strict. Après il y avait cette notion, on n'avait pas le droit de parler, c'est-à-dire du moment où on avait fait le salut, le cours commençait, pendant une heure et demie, on ne disait pas un mot. Il y avait aussi cette hiérarchie, c'est-à-dire que vous avez votre collègue de classe qui est ceinture jaune et que vous étiez ceinture blanche, en même temps il est devant et vous étiez derrière, il y avait plein de choses qui me... Voilà. Et puis après avec le temps, quand la discipline est passée, après j'ai trouvé ça assez sympa de donner des coups de pied, des coups de poing. Et puis petit à petit j'ai rêvé de devenir champion, mais pas le rêve... fait rêver que tu fous rien, hein. Le rêve qui te fait coller des affiches de tous les champions à l'époque dans ta chambre ici, de là, qui te fait lever le matin un peu plus tôt pour aller t'entraîner, le soir, à la sortie de l'école, de t'entraîner aussi, voilà, le rêve qui te pousse, quoi. Voilà, et pas le rêve qui te fait... Et c'est qui justement qui t'a donné cette inspiration, cette motivation? Il y a eu plein de champions à l'époque, alors il y avait aussi, au-delà des champions, il y avait aussi une époque, ce qu'on appelle l'époque Bruce Lee, c'est ma génération, donc on voyait ça à la télé, c'était les premiers coups de pied qu'on voyait, voilà, après Bruce Lee est mort, donc ça a fait une espèce de mythe d'un coup. Et voilà. Et après, on a eu un Français qui était très fort, Dominique Valera, qui a été champion du monde par équipe en 1972. Et après, il y a eu Emmanuel Panda en 88 qui est arrivé. Et d'ailleurs, Emmanuel Panda, c'est le seul Français avec moi où on a été tous les deux champions du monde, toutes catégories. Donc voilà, Emmanuel Panda m'a énormément inspiré parce que la première fois que j'ai vu vraiment du karaté de compétition à la télé, je me rappelle encore comme c'était maintenant, c'était Emmanuel Panda contre le japonais Hayashi. Et après j'ai continué à arriver. Voilà.
Donc en fait, tu quittes le taekwondo pour aller faire du karaté. On constate aujourd'hui qu'il y a pas mal de similitudes. On voit que le karaté se rapproche un peu du taekwondo, enfin par rapport aux protections. Qu'est-ce que tu en penses de cette ressemblance? En fait, moi déjà, c'est pas que j'ai quitté mon taekwondo, c'est qu'à un moment donné, au bataillon de Joinville, à l'école interarmée des sports, l'armée était obligatoire à l'époque. On était obligé d'aller faire le service militaire. Et le taekwondo était absolument pas connu. D'ailleurs, ça s'appelait le karaté coréen, donc tellement c'était pas connu, on employait le mot karaté. Et du coup, comme j'étais champion de France de karaté et de taekwondo à l'époque, du coup, le service militaire, j'ai fait en karaté. Et après, j'y suis resté. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait la transition karaté. Après, pour être tout à fait honnête, je pense que, alors peut-être que je me trompe complètement, mais dans 10 ans, dans 20 ans, tous ces sports, que ce soit le karaté, le taekwondo et le kung-fu, tous ces ça va fusionner peut-être? Ben ouais. C'est-à-dire qu'en fait, là pour le moment, chacun prêche pour sa paroisse. Les Japonais c'est le karaté, les Coréens c'est le taekwondo, les Chinois c'est le kung-fu, qui est bon, ok. Mais si on réfléchit bien, les règles sportives du taekwondo, ça aurait pu être les règles sportives du karaté, parce que dans tout art martial, il y a des coups de pied, il y a des coups de poing. Donc on a fait des règles, l'être humain a fait des règles en disant voilà, ça va être le taekwondo, ça va être le karaté. Ce qui est une connerie, parce que il n'y a pas un art martial qui est meilleur que l'autre. Bon. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les règles du taekwondo ont été très limitées. Et on commence à mettre des protections de points en disant on va autoriser les points. Parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que ce n'est pas un vrai sport de combat si les mecs ne se servent plus des points. Et puis vous verrez que dans quelques années, ils vont autoriser les balayages en taekwondo. Puis à un moment donné, tu vas voir le comité olympique qui dit mais c'est quoi la différence entre le karaté et le taekwondo? On ne peut pas garder deux sports olympiques qui sont similaires. Et il va y avoir, je pense, dans les années à venir, une fusion. Parce que finalement, si on regarde, et ça je mets tout le monde à défi de me prouver le contraire, parce que j'étais champion de France de kung-fu à l'époque en 88. Donc ça remonte. Et bien, en 88, les règles du kung-fu étaient les règles du karaté de 2018. C'est-à-dire qu'en 88, alors on n'avait pas les mêmes protections, mais un coup de pied au visage, c'était 3 points. Un balayage suivi au sol, c'était 3 points. Moi, j'ai été champion de France dans cette règle-là. Et en fait, en 2018, on arrive à un karaté qui a exactement les mêmes règles que le kung-fu de 88. Donc, ça prouve bien que les règles, elles n'appartiennent pas au karaté, elles n'appartiennent pas au taekwondo, elles n'appartiennent pas au kung-fu. On a fait des règles. Parce que regardez, dans le karaté, il y a des coups de coude et des coups de genoux aussi. Dans l'art martial, il y a des coups de tête, il y a même des coups dans les parties, ainsi de suite. Dans le taekwondo, exactement pareil. Et à un moment donné, pourquoi on dit, on interdit les doigts dans les yeux? Parce qu'on trouve que c'est dangereux. Pourquoi on interdit les coups de pied dans les parties? Parce qu'on trouve que c'est dangereux. Et on en fait un sport. On extrait de l'art martial certaines techniques en disant on en fait un sport. Et chacun a fait ça par rapport au taekwondo, par rapport au karaté, par rapport au kung fu. Mais on en vient finalement où ce qui serait bien, c'est qu'on appelle à un moment donné tous ces sports un sport pied-point, on lui donne un nom qu'on veut, et après que vous fassiez chez vous, dans votre dojo, du taekwondo, du karaté ou du kung-fu, on n'en a quelque part rien à faire. À un moment donné, il y a 2 combattants avec des règles spécifiques de combat, et que le meilleur gagne. Après, on s'en fout que vous veniez du taekwondo, du karaté, du kung-fu. Ok, donc fusionner un peu tous les sports de combat, ça serait une bonne chose au final. Ouais, voilà, après, il y a beaucoup de clivage. Parce que le taekwondo, les mecs, c'est coréen, donc voilà. Mais après, il pourrait être attaché. Demain, il y a un champion olympique de ce sport, mettons qu'on appellerait sport pied-point. Et ben après, ils peuvent se vanter de dire il est issu du taekwondo s'il veut, voilà, pour prêcher pour sa paroisse, un peu comme nous on a en karaté, parce qu'à l'intérieur du karaté, il y a plusieurs écoles aussi. Il y a le Wadoryu, le Shitoryu, le Shotokan, ainsi de suite. À l'époque, on mettait vachement les styles en avant. Aujourd'hui, avant qu'un karatéka ait gagné, il disait ah, tu vois, le Shotokan est plus fort que le Wadoryu. Aujourd'hui, on n'entend pratiquement plus parler. Vous avez championnat de France. Si on me demande s'il arrive du Shotokan ou du Wadoryu, on n'a plus rien à foutre en fait. Voilà, donc avec le temps, ça s'est lissé. Ben, ça pourrait être exactement pareil avec la Corée, le Japon et la Chine. D'accord. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui et comment tu envisages ton avenir maintenant que les championnats de France sont finis? Ben, mon avenir sportif, entre guillemets, de compétiteur, honnêtement, je ne le sais pas. Parce que jusqu'à présent, je prenais les décisions. Aujourd'hui, c'est malheureusement pas moi qui prends la décision. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour le moment, la décision, elle appartient au monde médical en ce qui me concerne, puisque j'ai un dos qui pour le moment ne peut plus aller plus loin. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Là, on a décidé de faire cette interview. Je pars me reposer quelques jours. Quand je reviens, j'ai rendez-vous avec mon docteur et tout ce qui s'est fait autour. Et on va voir comment, si c'est possible. Donc si mon corps peut encore avancer, je pourrais encore tenter ma chance jusqu'en janvier 2019. À partir de là, la décision, par contre, ne m'appartiendra plus ni à moi, ni à mon corps, ni à rien. Elle appartiendra à est-ce que je suis sélectionnable au jeu ou non. Voilà. Donc là, j'ai encore les championnats de France. Perdre les championnats de France, c'est un coup dur, mais ce n'est pas un coup d'arrêt obligatoire. Ça, il faut bien le comprendre, ce n'est pas un coup d'arrêt. Pour moi, c'était intéressant de faire les championnats de France pour pouvoir re-rentrer en équipe de France,
bénéficier des structures, que ce soit médicales, mais aussi des structures d'entraînement des athlètes et surtout être pris en charge par la fédération. Mais ce n'est pas une obligation. Je peux aussi continuer sur le circuit des rankings, marquer des points et ainsi de suite. Voilà. Donc pour le moment, ce n'est pas un coup d'arrêt obligatoire. C'est pas une fin en soi. Voilà. Maintenant, par contre, là pour le moment, j'essaie de ne pas réfléchir. Je fais d'autres choses en ce moment. Je ne peux pas trop réfléchir parce que d'une manière, je n'ai pas de décision à prendre. C'est mon corps qui va me dire si je peux continuer ou absolument pas. Voilà. D'accord. 2 dernières questions. Est-ce que tu as envie de dire merci à quelqu'un? Si oui, et pourquoi? Et sinon, ouais, on a toujours des merci. Après, c'est difficile. En premier, ça va aller directement à ma femme, ma fille, mes enfants, quoi, parce que c'est les premiers qui m'ont suivi quand je leur ai dit voilà, je vais reprendre. C'est pas été facile. Et puis après, j'ai une petite fille aussi de 12 ans. Quand elle me voit perdre à Londres, alors moi je la vois pas, bien évidemment, elle est dans les gradins, elle pleure. Et qu'après, quand je vais la voir, en fait, elle pleure plus parce qu'elle croit que je suis triste. Et que je lui explique que c'est une chance exceptionnelle que j'ai à 50 ans d'être en bonne santé, d'être confronté à des jeunes qui ont 25 ans et que, qu'on le veuille ou non, alors c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais il n'y a personne qui peut être dans les 2000 mondiaux dans le ranking de 50 ans. Je veux dire que tu as une carrière inégalée quand même. Oui, mais bon, voilà. ça, voilà, on parle à l'instant T, donc voilà. Et en fait, quand je console ma fille, je m'aperçois elle pleure non pas parce que j'ai perdu, elle pleure parce qu'elle pense que je suis triste d'avoir perdu. Donc voilà, c'est ça qui me touche dans cette histoire. Donc merci à ça, merci à mes sponsors, merci bien sûr à mes docteurs qui me suivent et qui me voient peut-être plus que ma femme, mais bon voilà. Mais donc ouais, il y a beaucoup de merci. Donc voilà. Et je crois que en fait le mot le plus sympa, effectivement, plutôt que les longues phrases, c'est de dire merci. Et justement, merci Christophe. C'était dit, merci d'être venu et puis on verra ce qui se passera dans les semaines à venir. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci.